Hello, hello people! Dans cette vidéo, je vais décortiquer en détail le menu de la Sony A7S III. Sachez par contre que si vous avez une FX3, une A7 IV, une A1, que vous pourrez suivre aussi parce que le menu est identique. Là, comme il y a beaucoup de contenu, comme il y a beaucoup de choses à mentionner, j'ai décidé de diviser tout ça en deux vidéos, en deux parties. Dans la première vidéo, comme je l'ai mentionné, je vais parler du menu et dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelles fonctions j'ai attribuées à quel bouton sur le boîtier pour que vous puissiez, si vous voulez, copier mes réglages prédéfinis et ainsi accélérer votre workflow de tournage. Alright, bienvenue dans le menu de la Sony A7S III. À la toute gauche, on peut voir les différents onglets et à l'intérieur de ces onglets-là, il y a différentes options. Avant de débuter, c'est super important que la caméra soit en mode vidéo. Donc, sur la petite roulette sur la caméra, assurez-vous que vous êtes bel et bien aligné avec la bobine de film, tout simplement parce que si vous êtes en mode manuel, il y a certaines fonctions que vous ne pourrez pas régler. Donc, assurez-vous d'être bel et bien en mode vidéo. Le premier onglet, c'est l'onglet « Mon menu ». Dans le fond, ce que c'est que c'est un menu personnalisé. On va pouvoir y ajouter tous les éléments qu'on change fréquemment. Donc, quand on est en tournage et qu'on doit changer quelque chose rapidement, on n'aura pas besoin d'aller dans tout le menu Sony pour trouver cet élément-là. On va pouvoir y accéder directement dans mon menu. Pour l'instant, par contre, on ne va pas y toucher. On va y revenir plus tard dans la partie 2. Le deuxième onglet maintenant, l'onglet rouge, premièrement, on a l'option qualité d'image et à l'intérieur de ce sous-dossier, on a quelques trucs à paramétrer. Premièrement, le format fichier, c'est le codec et aussi la résolution de votre vidéo. Moi, personnellement, je règle toujours ça en XAVCS 4K. C'est un format qui est quand même assez compressé, mais pas trop, qui ne devrait pas vous donner trop de difficultés à monter en montage. Et avec ce codec-là, vous n'aurez pas non plus besoin de carte CF Express qui coûte très cher pour être capable de filmer à des fréquences d'image plus élevées. Donc, rapidement, le codec XAVCHS 4K, c'est un codec hyper compressé, donc c'est hyper difficile de le lire en montage, surtout si vous montez avec Premiere Pro. Et le codec XAVCSI 4K, c'est la meilleure qualité d'image possible. Par contre, ça vous prend des cartes CF Express pour filmer à les fréquences d'image plus élevées. Donc, le XAVCS 4K, c'est un entre-deux, si on veut. Ça va vous permettre d'avoir une des meilleures qualités d'image possibles sans avoir besoin des cartes CF Express et vous n'aurez pas trop de difficultés à lire les fichiers en montage. Donc, moi, je choisis celui-là. Ensuite, réglage de film, c'est ici qu'on va choisir la fréquence d'image par seconde. Donc, on clique sur la première option et moi, dans ce cas-ci, je vais choisir 24p. Si vous êtes en Europe, que vous êtes en PAL, alors vous allez devoir sélectionner le 25p pour filmer du temps réel. Pour ce qui est des autres nombres d'images par seconde, on va y revenir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on laisse ça en temps réel en 24 images par seconde. Ensuite, le réglage d'enregistrement, c'est ici qu'on va venir sélectionner le bitrate et le script de la vidéo. Donc, on choisit toujours la qualité la plus élevée. Dans ce cas-ci, 100M 422 10 bits. C'est ce qui va nous permettre d'enregistrer le plus d'informations au niveau des couleurs. On appuie sur Menu pour retourner en arrière. Réglage ralenti accéléré ou ce qu'on appelle le SNQ ou Speed and Quick en anglais. Dans le fond, ce que ça vous permet de faire, c'est d'enregistrer du ralenti directement dans votre caméra. En gros, ça vous permet de sélectionner une fréquence d'image par seconde élevée et automatiquement, la caméra va ralentir ces images-là pour que déjà, ça soit au ralenti à même votre caméra. Donc, vous n'aurez pas besoin de le faire en montage. Le problème de choisir de faire son ralenti de cette manière-là, c'est que vous n'aurez pas d'audio. Et moi, personnellement, j'aime ça avoir de l'audio, d'où pourquoi je préfère faire mon ralenti dans les réglages de film et de choisir un nombre d'images par seconde plus élevé ici. Donc, l'option SNQ, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, à moins que vous voulez filmer en 240 images par seconde, chose qui est possible avec la Sony A7S III, mais seulement en mode SNQ. Par contre, pour être capable de filmer en 240 images par seconde, on doit changer le format du fichier en HD. Ensuite, dans l'onglet SNQ, dans vitesse de défilement, on peut sélectionner 240 images par seconde. Et ensuite, dans la vitesse défilement enregistrée, on va sélectionner 24 images par seconde.
Donc, en d'autres mots, la caméra va enregistrer du 240 images par seconde, mais va automatiquement le ralentir à du 24 images par seconde, ce qui va vous donner un énorme ralenti. La dernière chose qu'il vous reste à faire si vous voulez filmer comme ça en SNQ à 240 images par seconde, vous allez devoir changer sur la roulette à l'option SNQ pour être capable d'activer ce mode-là. Mais encore une fois, comme mentionné, ce n'est pas une option à choisir si vous voulez filmer en 50, 60, 100 ou 120 images par seconde. Si c'est le cas, faites simplement vos modifications dans Réglages de film et gardez le SNQ seulement pour du 240 images par seconde. Donc, pour l'instant, moi, je vais remettre ça en 4K. On s'assure d'être en 24 images par seconde et on passe à la prochaine option qui est Réglage Proxy. Ce que cette option-là va vous permettre de faire, c'est enregistrer des doublures, des proxies, chose qu'on a l'habitude de faire en montage quand on a un ordinateur qui n'est pas hyper performant. Donc, en gros, la caméra va enregistrer le fichier original en pleine résolution, mais va aussi enregistrer un plus petit fichier à plus faible résolution que vous allez pouvoir ensuite utiliser en montage sans avoir besoin à faire des doublures. Donc, ça peut être une économie de temps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous mettez ça à On. Vous pouvez ensuite choisir le format. Moi, je laisserai ça à XAVC SHD. Mais dans ce cas-ci, moi, je ne vais pas enregistrer de proxy. Ensuite, APS-C S35 prise de vue. Comme vous pouvez voir, il est gris. Je ne peux pas cliquer dessus. Et pourquoi? Bien parce qu'on est présentement en 4K. Dans le fond, ce que cette option-là va vous permettre de faire, c'est d'utiliser des objectifs APS-C, mais sur votre boîtier plein format. Donc, en gros, la caméra va zoomer sur le capteur pour éviter qu'il y ait du vignettage. Par contre, dans ce cas-ci, on ne peut pas le sélectionner parce qu'on est en 4K. Il faut, pour être capable de l'utiliser, se mettre en mode HD. Et là, vous pouvez voir qu'on peut cliquer dessus. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas en 4K, c'est parce que sur le capteur de la A7S III, il n'y a pas assez de pixels. Donc, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas dans cette résolution. Donc, sachez que si c'est une option que vous voulez être capable d'utiliser, vous devez être en mode HD. Pour l'option compensation d'objectif, laissez ça tel quel. Moi, je n'y ai jamais touché. Alright, la deuxième option, c'est l'option support. Première option, c'est formater. Donc, c'est ce qui va vous permettre de formater vos cartes SD à même la caméra. Évidemment, faites attention avant de cliquer là-dessus parce que ça va effacer tout ce qu'il y a sur vos cartes SD. Ensuite, réglage supplémentaire d'enregistrement. Ici, on choisit sur quelle carte est-ce qu'on veut enregistrer nos rushs vidéo. Moi, dans mode d'enregistrement, je sélectionne enregistrement simultané, photo et vidéo, ce qui veut dire que dès que je vais prendre une photo ou dès que je vais enregistrer une vidéo, ça va être enregistré en simultané sur les deux cartes SD de ma caméra. Pourquoi que je fais ça? Bien, tout simplement pour que j'ai un backup. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive à ma carte, bien, je sais que tous mes rushs vidéo se retrouvent aussi sur la deuxième carte parce que tout a été enregistré en simultané. Donc, personnellement, je vous conseille de faire la même chose. Ensuite, récupération BD image. Dans le fond, si jamais il y a quelque chose qui arrive à votre carte, elle est peut-être un petit peu corrompue, vous pouvez sélectionner ça, sélectionner quelle carte vous voulez récupérer les données. Vous cliquez là-dessus et vous allez peut-être pouvoir récupérer vos données. Sachez que ça ne fonctionne pas si vous avez supprimé les rushs vidéo, les photos de vos cartes SD, mais s'il y a de quoi qui arrive à la carte comme telle, vous pouvez peut-être récupérer vos données de cette manière-là. Finalement, affichage, info, support. Si vous cliquez là-dessus, dans le fond, vous pouvez sélectionner quelle carte vous voulez voir les infos s'afficher à l'écran. Dans ce cas-ci, si je clique sur la deuxième carte, ça me dit qu'il reste 2h39 minutes pour enregistrer en 4K en XAVCS. Ensuite, fichier. Ici, on va pouvoir choisir quel nom on veut donner à nos rushs vidéo qui sont enregistrés sur les cartes SD. Donc, présentement, numéro de fichier, on a sélectionné série. Ici, on peut réinitialiser le compteur. Donc, si on voulait repartir à 0, on pourrait cliquer là-dessus. Dans ce cas-ci, non. Format non fichier, on a différentes options. Standard, titre, date plus titre, titre plus date. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous êtes sur un tournage spécifique, vous pourriez sélectionner titre. Et ensuite, dans Réglages non-titre, vous pouvez y donner le nom que vous voulez. Donc, par exemple, si vous filmez des mariages et que vous avez une caméra qui est fixe, bien, vous pourriez nommer les fichiers de cette caméra-là comme étant Sony Fix. Et ainsi, quand vous allez tout importer sur votre disque dur externe, par exemple, vous allez savoir quel rush vient de quelle caméra. Pour l'instant, moi, je vais simplement sélectionner Standard.
Ensuite, mode prise de vue. Dans le mode d'exposition, vous voulez choisir exposition manuelle parce que vous voulez être capable de régler tous vos paramètres d'exposition manuellement. Ensuite, dans les contrôles exposition, vous voulez sélectionner mode PASM, encore une fois, pour être capable de tout régler manuellement. Et pour ce qui est des deux dernières options ici, on va y revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est avec ces options-là qu'on va pouvoir paramétrer les différentes fonctions sur les différents boutons de l'appareil. Ensuite, le prochain onglet, obturateur silencieux. Ici, dans Réglages mode silence, on peut sélectionner mode silencieux on ou off. En gros, ça s'applique un peu plus à la photo, mais est-ce que vous voulez qu'il y ait un bruit quand vous appuyez sur le déclencheur ou non? Si vous êtes évidemment dans un environnement où vous ne voulez pas que ça fasse de bruit, bien, vous activez ça à on. Mais pour la vidéo, il y a un autre endroit où on va pouvoir régler ça. Ensuite, déclencher sans objectif, on va laisser ça à activer. Si vous avez déjà un objectif ou des objectifs conçus pour la caméra, ça ne fera pas de différence. Par contre, si vous avez des objectifs d'une autre marque et que vous utilisez un adaptateur, bien, ça se peut que vous ayez des difficultés à transmettre l'info de l'objectif à la caméra et dans cette situation-là, la caméra ne va pas enregistrer quand vous allez appuyer sur le bouton. Par contre, avec l'option déclencher sans objectif d'activer, bien, vous allez être capable d'appuyer sur enregistrer, peu importe si la caméra reconnaît l'objectif ou non. Ensuite, enregistrement audio, très important. On veut évidemment que ça soit à on parce qu'on veut enregistrer du son pendant les vidéos. Ensuite, niveau d'enregistrement audio, par défaut, ça sera toujours à 26. Moi, je préfère le mettre à 12. J'ai toujours trouvé que c'était le sweet spot et ensuite, j'ajuste mes micros en conséquence. Chrono sortie audio, on va le laisser à direct, mais ça se peut que vous ayez besoin de changer ça à synchronisation des lèvres. Donc, par exemple, si vous utilisez un moniteur externe que vous enregistrez sur celui-ci et que vous voyez que l'audio n'est pas 100% synchronisé avec la vidéo, changez ça à synchronisation lèvres et ça devrait régler le problème. Mais moi, dans mon cas, je l'ai toujours laissé à direct et j'ai pas eu de soucis. Réduction bruit-vent, on va laisser ça à off. Dans le fond, c'est une fonction qui va éliminer un petit peu le bruit du vent. Par contre, moi, je préfère faire ça en post-production, donc je laisse le son intact tel quel dans la caméra. Ensuite, audio par griffe. Ça, c'est seulement une option que vous allez pouvoir paramétrer si vous avez un micro qui est branché dans le hot shoe de la caméra. Donc, en d'autres mots, si vous avez un micro qui n'a pas de câble audio, mais qui est connecté à la caméra via le hot shoe, bien, c'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Là, c'est pas le cas pour moi, d'où pourquoi je peux pas cliquer dessus. Ensuite, affichage niveau audio, on va laisser ça à on parce que c'est ce qui nous permet de voir justement les niveaux audio en bas à gauche sur notre écran. Ensuite, TCUB, c'est tout ce qui est timecode. Un timecode, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en télévision pour synchroniser ensuite l'audio et la vidéo en post-production. C'est une information qui est ajoutée aux métadonnées du fichier. C'est l'heure, la minute, la seconde et ensuite le frame exact. Donc, c'est beaucoup plus facile à synchroniser par la suite. Personnellement, j'ai seulement utilisé ça une fois. Donc, en temps normal, pour du run and gun, quand on est toujours on the go, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Donc, à moins d'en avoir vraiment besoin, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Stabilisation de l'image ou ce qu'on appelle le IBIS, le In-Body Stabilization. Ici, on a l'option Steady Shot et quand on clique dessus, on a trois options. Active, standard ou off. Active, c'est dans le fond la meilleure des stabilisations possibles. Par contre, l'image sera un petit peu croppée. On va zoomer un petit peu dans l'image, donc on va perdre un peu du plein format. Ça, c'est pratique par contre quand vous êtes à main levée et que vous savez que ça va peut-être beaucoup bouger. Vous pouvez sélectionner Active. Si par contre, ça bouge pas beaucoup, que vous êtes quand même capable de maintenir un plan fluide, vous pouvez sélectionner Standard ou si vous êtes sur un trépied, alors vous pouvez tout simplement sélectionner l'option Off. Pour l'instant, moi, je vais le laisser à Active parce que je filme souvent à main levée, mais encore une fois, tout dépend de vos besoins. Ensuite, pour ce qui est de l'ajustement Steady Shot, moi, je laisse ça à Auto. Ensuite, l'option Zoom. Bon, la première option, Zoom ici, je ne peux pas cliquer dessus. Donc, je vais venir changer la deuxième option, gamme du Zoom, et je vais sélectionner Zoom Image Claire. Et ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de zoomer
un petit peu à même la caméra. Donc ça, c'est hyper pratique si, par exemple, vous avez un objectif à focale fixe et que vous avez juste besoin de zoomer un petit peu, bien, vous allez pouvoir utiliser cette option-là pour le faire. Une autre raison pour laquelle ça pourrait être intéressant, c'est si vous avez encore une fois un objectif APS-C sur la caméra, bien, vous pourrez zoomer un petit peu avec cette option-là et ainsi éliminer la vignette autour de l'image. Vitesse zoom. Bon, ça, c'est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir zoomer, zoom out. Il y a différentes options. Ça part de 1 jusqu'à 8. Moi, personnellement, je laisse ça à 3 ou 4. Je trouve que par défaut, ça fonctionne bien. Même chose pour les autres options. On peut laisser tout ça par défaut. Ensuite, affichage de prise de vue et affichage marqueur sont quand même assez similaires, mais ils ont des fonctions différentes. Donc, dans affichage prise de vue, on a affichage du quadrillage. Moi, je mets toujours ça à on. Type de quadrillage, moi, j'aime beaucoup la grille règle des tiers qui va me permettre de voir une grille règle des tiers par-dessus mon image pour que je puisse bien composer mon image. Et affichage évident pendant l'enregistrement, moi je vous conseille de mettre ça à on. Dans le fond, ça va vous permettre de voir un beau rectangle rouge autour de votre écran quand vous êtes en train d'enregistrer. Et ça, ben, c'est hyper pratique parce que c'est super évident quand vous êtes en train d'enregistrer ou non. Donc moi, je laisse toujours ça à on. Finalement, affichage marqueur, encore on a différentes options ici. Si par exemple on choisit on pour l'affichage marqueur, et qu'ensuite on sélectionne, disons, marqueur d'aspect, bien, on peut sélectionner, disons, un format cinématographique 2.35:1, ce qui nous permet de voir deux belles lignes blanches qui nous montrent exactement ce serait quoi notre cadrage si on était dans ce format-là. Donc, si par exemple, vous avez l'habitude de cropper vos images en haut et en bas ou d'ajouter deux barres noires sur votre image, bien, vous allez savoir exactement comment cadrer votre sujet, sachant qu'il va y avoir du noir en post-production. Moi, par contre, je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc pour l'instant, je vais laisser ça à off. Alright, on a réussi à passer à travers le premier onglet. On va maintenant passer à travers du deuxième, l'onglet Exposition couleur qui est en rose. Le premier sous-dossier, c'est le sous-dossier Exposition et à l'intérieur de celui-ci, on a pour commencer obturateur vitesse lente automatique. Ça, on va le mettre à off. En gros, ce que ça veut dire quand c'est à on, c'est que dans des situations de faible luminosité, la vitesse d'obturation va baisser automatiquement pour laisser entrer plus de lumière. Mais ça, c'est un problème parce que dès qu'on baisse trop la vitesse d'obturation, ça introduit trop de flou de mouvement dans l'image, ce qui fait que l'image devient saccadée. Donc, en vidéo, on laisse ça à off. Pour le reste des réglages dans ce sous-dossier-là, on va les laisser tels quels. Ensuite, dans correction d'exposition, vous voulez vous assurer que ce soit bel et bien à 0.0. Et ce qui est du reste des options ici, on laisse ça tel quel. Ensuite, dans mesure, dans mode de mesure, vous allez sélectionner multi. En gros, c'est en lien avec le pose-mètre. Donc, quand vous filmez une scène à l'écran, vous allez voir si vous êtes sous, sur ou parfaitement exposé. Et pour vous le dire, vous pouvez vous fier au chiffre qui est ici, qui va habituellement être entre -2 et +2. Donc, en sélectionnant l'option multi, bien, la caméra va analyser toute la scène et vous dire si vous êtes sous, sur ou parfaitement exposé. Dans la plupart des situations, le multi, c'est vraiment l'option à sélectionner. Ensuite, visage multi-mesure, vous allez sélectionner on. En gros, on dit à la caméra, s'il y a des visages dans la scène, dis-moi si les visages sont bien exposés ou non. Ensuite, point spot mètre, on va sélectionner centre. Mais si vous voulez, vous pouvez sélectionner lien point focal. Ensuite, dans mode de mesure, on va sélectionner spot standard et dans l'onglet AFMF, on va venir sélectionner dans zone de mise au point le spot. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur l'écran tactile, sélectionner l'endroit dans le cadre que vous voulez et la caméra va vous dire si cette partie du cadre est sous, sur ou parfaitement exposée. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé cette fonction-là, mais sachez que c'est là si jamais vous en avez besoin. Dans mon cas, je vais rechanger mode de mesure à multi et le point spot mètre à centre.
Ensuite, balance des blancs. Bon, c'est ici que vous pouvez sélectionner la balance des blancs. Moi, personnellement, je tourne beaucoup de documentaires. C'est très run and gun. Donc, je me fie beaucoup à la balance des blancs automatique. Par contre, on peut changer ça assez facilement, soit en sélectionnant un réglage prédéfini ou soit en sélectionnant des Kelvin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer sur quel bouton j'ai réglé cette fonction-là pour pouvoir y accéder rapidement. Ensuite, réglage prioritaire Auto White Balance. Moi, je laisse ça à standard. Et White Balance sans à-coup ou Shockless White Balance en anglais. Dans le fond, c'est que vous allez choisir à quelle vitesse vous voulez que la caméra fasse son changement de balance des blancs. Donc, par exemple, si vous changez d'environnement et que la température de couleur change rapidement dans la scène, est-ce que vous voulez que la balance des blancs de la caméra automatique se fasse lentement ou rapidement? Tout dépend de vos besoins. En choisissant évidemment une option plus lente, mais ça va faire en sorte que le changement sera beaucoup plus graduel, ce qui fait qu'on va peut-être moins le percevoir et ça va être plus fluide et plus naturel à l'œil. Donc, d'où pourquoi moi je priorise soit le 2 ou même parfois le 3 selon la situation. Couleur et ton. Optimisation de la plage dynamique. Présentement, elle est à On. Si j'appuie dessus, vous allez voir qu'on a quelques options. Auto, niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Et aussi, on a évidemment l'option Off. En gros, si vous activez cette option-là, la caméra va analyser le contraste entre les zones éclairées et les zones d'ombre dans votre image et va faire les ajustements nécessaires automatiquement pour qu'il y ait une bonne balance entre les zones éclairées et les zones d'ombre. Par contre, si vous sélectionnez niveau 1, la caméra va faire de très faibles ajustements. Et si vous choisissez le niveau 5, bien, les changements seront beaucoup plus drastiques. Dans tous les cas, moi, je vous conseille de laisser ça à off parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir modifier manuellement en post-production à l'étape de l'étalonnage. Ceci dit, dans quelques instants, quand on va changer notre profil d'image, vous allez voir que l'optimisation de la plage dynamique sera automatiquement désactivée. Donc, dans tous les cas, ça sera toujours à off. Ensuite, apparence créative. Bon, ce sont différents looks que vous pouvez donner à votre vidéo. Donc, on peut choisir du sépia, du noir et blanc, etc. Mais dans tous les cas, je vous conseille de laisser ça à standard pour l'instant. De toute manière, quand on va venir sélectionner notre profil d'image, cette option-là sera aussi désactivée. Dans Profil d'image, c'est ici qu'on change notre profil d'image. Moi, avec la Sony A7S III, je choisis entre deux profils d'image, soit le PP8 qui est du S-Log 3, donc c'est un profil d'image hyper flat qui me permet justement de faire tous les ajustements que je veux en post-production et aussi bénéficier de la plus grande plage dynamique de l'appareil. Ou sinon, je vais choisir l'option PP11 qui est le gamma S Cinetone. Donc, c'est évidemment un profil d'image qui est beaucoup moins flat, mais qui offre déjà des super belles couleurs à même la caméra. Donc, selon ce que vous tournez, moi, je vous conseille une de ces deux options-là. Moi, dans mon cas, je vais choisir PP8 S-Log 3. Ensuite, affichage Zebra. Ça, c'est un super outil pour savoir quelle partie de ton image est surexposée. Donc, en gros, quand on active cette option-là, qu'on la met à On, et qu'on change le niveau de Zebra, si vous êtes dans un profil d'image PP8, donc S-Log 3 comme moi, je vous conseille de régler ça manuel. Donc, vous allez aller sous C1, cliquer à droite, changer standard gamme à limite inférieure et changer ça à 94+. Appuyez sur Enter. Donc, en gros, quand vous allez filmer une scène, s'il y a quelque chose de surexposé, vous allez voir des petites lignes noires s'afficher. Ça va être du noir sur blanc, d'où pourquoi c'est un Zebra. Et vous allez pouvoir ajuster votre exposition en fonction. Donc, encore une fois, c'est un outil qui est hyper pratique pour savoir si vous êtes surexposé ou parfaitement exposé. Alright, on est rendu au prochain onglet, c'est l'onglet Mise au point, l'onglet mauve. La première option, c'est AF/MF pour autofocus ou manuel focus. Mode de mise au point. Moi, à 98% du temps, je shoot en autofocus, donc je vous conseille de vous mettre en AFC. Mais si vous préférez shooter en manuel focus, vous pouvez sélectionner ça ici. Dans ce cas-ci, je vais choisir AFC. Ensuite, vitesse transition autofocus. À quelle vitesse voulez-vous qu'elle fasse son rack focus si elle doit changer sa mise au point? Plus le chiffre est bas, plus ce sera lent. Plus le chiffre est élevé, plus ce sera rapide. Moi, habituellement, je mets ça à environ 4
pour pas que ça soit trop rapide, mais pour pas que ça soit trop lent non plus. Ensuite, la sensibilité du changement de sujet d'autofocus. En gros, est-ce que vous voulez que la caméra soit plus apte à faire des changements de sujet au foyer ou non? Plus le chiffre est bas, plus la caméra va toujours rester sur le même sujet. Plus le chiffre est élevé, plus ce sera réactif, donc plus la caméra va peut-être changer la mise au point selon s'il y a quelque chose qui bouge ou quoi dans la scène. Dans mon cas, moi, je laisse ça à 3. Je veux pas que ça soit trop réactif, mais je veux quand même qu'il change une fois de temps en temps si clairement le sujet qui est au foyer présentement n'est pas le bon sujet à être au foyer. Donc, jouez avec ça, mais moi, je laisse ça à 3. Ensuite, la zone de mise au point, moi, je sélectionne toujours large. Mais si vous voulez que votre caméra fasse la mise au point sur un endroit spécifique dans le cadre, vous pouvez sélectionner une autre des options ici. Ensuite, la limite de zone de mise au point, vous pouvez sélectionner ce qui s'affiche dans votre menu de zone de mise au point. Moi, personnellement, je laisse tout ça sélectionné. Ensuite, la couleur du cadre de la mise au point. Vous avez deux options, blanc ou rouge. Donc, quand vous sélectionnez une autre zone de mise au point, est-ce que vous voulez que le petit carré qui s'affiche à l'écran soit blanc ou soit rouge? Moi, personnellement, je laisse ça à blanc. Ensuite, pour les deux dernières options, moi, je laisse ça tel quel, je n'y touche pas. Ensuite, autofocus, visage et yeux. En autofocus, est-ce que vous voulez que la priorité soit sur les visages et les yeux? Absolument, vous voulez que ce soit à on. Donc, en d'autres mots, quand il y a quelqu'un dans la scène, un visage, la caméra va le reconnaître immédiatement et faire son foyer là-dessus. Donc, moi, je vous conseille fortement de sélectionner on. Et ensuite, est-ce que la caméra reconnaît les yeux d'un humain ou d'un animal? Au moment que j'enregistre cette vidéo, l'option animal fonctionne seulement en mode photo. Et là, je parle spécifiquement avec une Sony A7S III. Donc, pour l'instant, sous le mode vidéo, on peut seulement utiliser l'option humain. Ceci dit, je croise mes doigts que dans une éventuelle mise à jour du firmware, ce sera possible de sélectionner l'option animal en mode vidéo, mais pour l'instant, on peut seulement sélectionner l'option humain. Et petite parenthèse, si jamais vous avez une Sony A7 IV ou une A7C, sachez que l'option animal fonctionne bel et bien en mode vidéo avec votre caméra. Ensuite, est-ce que vous voulez que la caméra fasse sa mise au point sur l'œil droit ou l'œil gauche? Honnêtement, moi, je laisse ça en mode automatique, mais vous pouvez changer ça si vous voulez. Ensuite, affichage, cadre, visage et yeux, on met ça à on. En d'autres mots, il va y avoir un carré qui va s'afficher autour de la tête ou autour de l'œil de la personne qui est au foyer. Donc ça, c'est hyper pratique pour bel et bien confirmer que notre sujet est au foyer. Finalement, priorité des visages enregistrés. Moi, je laisse ça à off. Mais si vous filmez souvent la même personne, que vous voulez que la caméra reconnaisse le visage et fasse sa mise au point automatiquement sur ce visage-là, vous pouvez l'activer et ensuite le sauvegarder. Aide à mise au point. Dans la loupe mise au point, quand on clique là-dessus, vous allez voir un encadré orange s'afficher. En gros, ce qui arrive, c'est que la caméra zoome dans notre image et ça nous permet de faire notre mise au point manuellement et on s'assure que notre sujet est bel et bien au foyer. Ensuite, temps de grossissement, mise au point, on va sélectionner aucune limite. En d'autres mots, il n'y aura pas de temps limite pour la loupe de mise au point. Donc, quand on a zoomé dans notre image, c'est à nous de la désélectionner et non à la caméra de décider que, OK, le temps est terminé. Finalement, pour la dernière option ici, vous allez sélectionner x4. Quand vous allez sélectionner la loupe de mise au point, ça va zoomer x4 dans l'image, ce qui va vous permettre de vraiment faire une mise au point parfaite. La dernière option, affichage d'intensification. Moi, je mets ça à on. En gros, ce que ça va faire, c'est que quand on va être en mode manuel focus, la caméra va afficher une petite couleur autour de l'objet, de la personne ou des sujets qui sont au foyer. Donc, encore une fois, c'est pour nous aider à vraiment s'assurer que notre sujet est bel et bien au foyer. Ensuite, niveau d'intensification, moi, je sélectionne toujours moyen. En gros, c'est le montant de couleur qu'il va y avoir autour du sujet au foyer. Quand c'est élevé, il y en a plus et quand c'est faible, il y en a moins. Par contre, je me suis souvent fait avoir en ayant sélectionné l'option élevée, je pensais que mon sujet était bel et bien au foyer, mais en réalité, il ne l'était pas. Tandis que faible, on a vraiment de la difficulté à voir la couleur,
d'où pourquoi moi je choisis moyen. Ensuite, la couleur d'intensification, tu peux choisir la couleur qui va s'afficher autour du sujet au foyer. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de sélectionner le rouge. Mais sentez-vous bien à l'aise de choisir la couleur que vous voulez. Alright, on a passé à travers ce menu ici. On est rendu au prochain qui est l'onglet Lecture. Dans cet onglet-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à changer. Ici, dans Cible de lecture, sélection du support de lecture, vous pouvez sélectionner quelle carte SD vous voulez visionner. Par défaut, ça va toujours être l'emplacement numéro 1, donc la carte SD numéro 1. Mais si vous avez d'autres médias que vous voulez voir sur la carte numéro 2, vous sélectionnez emplacement numéro 2 pour voir ce qui se trouve sur cette carte-là. Ensuite, supprimer, ça vous permet de supprimer des rushs individuels de votre carte SD, chose que je vous conseille pas nécessairement de faire. Moi, c'est le genre de truc que je préfère faire à la fin de mon tournage quand je suis à la maison et que j'ai tout transféré. Je veux pas prendre de chance de supprimer quelque chose par erreur que je voulais pas supprimer. Modifier, pivoter, ça peut être intéressant. Si par exemple, par erreur, vous avez filmé une image à la verticale, vous pouvez directement aller dans l'option pivoter et faire pivoter cette image-là pour la remettre dans le bon sens. Vous pouvez aussi faire une capture photo, donc en cliquant là-dessus, vous pouvez passer à travers vos rushs vidéo et sélectionner des stills et ensuite les exporter en JPEG, chose que, encore une fois, vous pouvez faire dans pas mal tous les logiciels de montage, donc c'est pas 100% nécessaire de le faire directement dans la caméra. Finalement, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est dans Options de lecture. Dans l'option méthode saut d'images, ici, on a une à une, mais on peut choisir par 10 images, par 100 images, etc. Donc, vous pouvez, si vous voulez, passer à travers vos images rapidement en sélectionnant par 10 images. Et quand vous allez sélectionner la petite roulette ici, vous allez sauter toutes les 10 images. Donc, c'est une façon rapide de passer à travers ces rushs. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à faire ça, je l'ai toujours laissé à une. Mais c'est une option qui est là, disponible pour vous dans la caméra. Ensuite, prochain onglet, l'onglet Réseau. Encore une fois, c'est un onglet qui a vraiment pas grand-chose à faire. Dans Transfert à distance, vous pouvez, si vous voulez, connecter votre téléphone à votre caméra et ainsi lancer des enregistrements, etc. à partir de l'application Sony. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais c'est là si vous voulez. Aussi, si vous voulez utiliser votre caméra comme webcam, donc pendant des lives ou des visioconférences, vous pouvez venir ici dans Fonction PC à distance et vous assurer que On est bel et bien sélectionné. Ensuite, vous n'aurez qu'à brancher un câble USB-C de votre caméra à votre ordinateur. Sinon, ce que moi, je vous conseille de changer, c'est dans l'option réseau, mode avion, on va mettre à On. Encore une fois, comme je me connecte très rarement Wi-Fi ou Bluetooth de la caméra, je le laisse en mode avion pour être capable d'économiser un peu de batterie. Alright, on s'est rendu au dernier onglet, c'est l'onglet Réglages. Et ça, il y a quelques trucs à changer. Premièrement, zone date. Ici, vous pouvez changer la langue du menu. Moi, j'ai choisi français, mais vous pouvez mettre ça en anglais si vous voulez, etc. Ensuite, dans Réglage de la zone date et heure, c'est ici qu'on change la date, l'heure et aussi le fuseau horaire. Ensuite, sélection NTSC ou PAL. Donc, si vous êtes en Amérique du Nord, vous avez accès aux 24, 30, 60 et 120 images par seconde. Et si vous êtes en Europe, vous êtes probablement en mode PAL, donc vous avez accès aux 25, 30, 50 et 100 images par seconde. Si vous êtes en Europe et que vous voulez avoir accès aux 120 images par seconde, alors vous allez devoir changer la caméra en NTSC. Par contre, en faisant ça, si vous travaillez avec de la lumière artificielle ou si vous tournez à l'extérieur et qu'il y a des lampadaires, etc., faites attention parce qu'il va peut-être avoir du flickering qui va s'introduire dans vos images. Donc, c'est juste une chose à vérifier avant de faire le changement. Ensuite, réinitialisation et sauvegarde des réglages. Ici, rétablir le réglage, ça va nous permettre de tout supprimer les réglages du menu de notre caméra et les réinitialiser au réglage initial. Ou sinon, c'est possible de sauvegarder et même charger les réglages de menu. Donc, si vous voulez, vous pouvez sauvegarder les réglages de votre menu ou si vous voulez charger les réglages de quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire. D'ailleurs, j'ai sauvegardé mes réglages, j'ai mis ça dans la description sous la vidéo. Vous pouvez télécharger ça et votre caméra sera automatiquement identique à la mienne.
Ensuite, personnalisation, manipulation, c'est ici qu'on va régler, c'est ici qu'on va sauvegarder en fait nos réglages prédéfinis. Donc, on peut sauvegarder nos réglages prédéfinis pour la photo, la vidéo, le playback et aussi le menu fonction. Ça, on va y revenir dans la prochaine vidéo. Ensuite, on peut venir régler différents paramètres, différents réglages pour tout ce qui est photo versus vidéo. Je ne vais pas y toucher parce que cette vidéo ici est 100% dédiée à la vidéo. Ensuite, réglage display, affichage écran. Donc, en cliquant sur écran, on peut choisir quelle information on voit sur l'écran. Moi, je laisse tout activer sauf écran désactivé. Et pour le viseur, moi, je sélectionne tout comme ça et j'appuie sur Entrée. Ensuite, Rec avec déclencheur, ça vous permet d'enregistrer, de lancer l'enregistrement vidéo avec le déclencheur de la caméra. Moi, je laisse ça désactivé. Tout simplement parce que, par habitude, j'aime être capable de faire ma mise au point en appuyant à mi-chemin sur le déclencheur et quand cette option-là est activée, je ne peux plus le faire. Donc, moi, personnellement, je laisse ça à désactiver, mais je connais plusieurs vidéastes qui aiment bien activer cette fonction-là. Ensuite, la personnalisation du sélecteur, dans le fond, c'est que ça vous permet de personnaliser les différentes molettes sur la caméra. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer ici sur « Réglages, mon sélecteur » et faire les changements que vous voulez. Personnellement, moi, je laisse tout ça tel quel. Par contre, vous pouvez venir modifier la configuration des sélecteurs ici AV et TV. Donc, la petite roulette pour ajuster la vitesse d'obturation et aussi l'ouverture. Vous pouvez les inverser si vous voulez. Moi, je laisse ça à AV, TV tel quel. Ensuite, rotation AV-TV, ça vous permet de choisir si vous voulez faire les changements dans le sens des aiguilles ou le sens anti-horaire. Moi, je laisse ça à normal. Ensuite, la prochaine option, je laisse ça à off. Et finalement, verrouillage des éléments commande, je laisse ça à off. Si on active cette option-là, c'est qu'en gros, ça va barrer tous les boutons. Donc, même si tu appuies sur quelque chose, ça ne changera pas. Moi, évidemment, j'aime être capable d'accéder à mes différentes fonctions rapidement. Donc, je laisse ça à off. Même si par erreur, j'appuie sur quelque chose, je peux facilement le changer. Donc, moi, je laisse ça à off. Ensuite, manipulation tactile, fonctionnement tactile, on appuie sur On. On veut être capable d'appuyer sur l'écran pour faire certaines manipulations. Sensibilité du tactile, on laisse ça à standard. Écran pavé tactile, moi je choisis uniquement l'écran tactile. Ensuite, réglage pavé tactile, vous n'avez pas besoin de toucher à ça, mais en gros, ce que ça vous permet de faire, c'est si vous voulez regarder dans le EVF, puis que vous voulez être capable de toucher l'écran en même temps, vous allez pouvoir faire des manipulations, mais personnellement, moi je trouve ça un petit peu bizarre, donc je ne touche pas à ça. Ensuite, viseur écran, il y a quelques options ici à paramétrer. Premièrement, la sélection viseur-écran. En gros, vous avez l'option, quand vous regardez l'écran de votre caméra, de mettre votre œil dans le EVF et automatiquement, la caméra va faire le switch. Donc, automatiquement, la caméra va passer d'un preview de l'écran au EVF. Si par contre, vous ne voulez pas ça, vous pouvez choisir de voir votre retour seulement à travers l'écran et jamais à travers le EVF. Ou vous pouvez faire l'inverse et toujours regarder à travers le EVF et jamais à l'écran. Ou vous pouvez choisir l'option automatique. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de laisser ça en automatique, tout simplement parce que des fois, je vais aller voir dans le EVF pour voir si tout est au foyer. Par contre, il y a beaucoup de vidéastes qui n'utilisent jamais le EVF, donc eux vont préférer de sélectionner l'option écran. Donc là, c'est vraiment juste une question de préférence. Ensuite, la luminosité d'écran. Moi, je vous conseille de choisir l'option ensoleillé pour que l'écran soit le plus lumineux possible. Luminosité du viseur, on va laisser ça à automatique. Et pour la température de couleur du viseur, on va laisser ça à 0. Pour ce qui est des autres options, on va laisser ça à standard. Ensuite, un peu plus bas, réglage d'affichage timecode, on va laisser ça à compteur. Encore une fois, si vous n'utilisez pas de timecode, ça ne sera pas utile pour vous. Aide à l'affichage gamma, ça, on va mettre ça à on. En gros, c'est une fonction que vous voulez activer quand vous filmez en S-Log3. Quand vous activez ça, la caméra va automatiquement ajouter un petit lot sur votre image pour que vous puissiez bien voir l'exposition de la scène. Donc, plutôt que d'avoir une image hyper désaturée, ça va vous permettre de voir un preview, si on veut, de l'image une fois qu'elle sera colorisée.
À noter que ce lot-là n'est pas enregistré sur l'image, c'est vraiment juste un overlay qui vous permet de voir à même la caméra à quoi va ressembler votre image une fois qu'elle est colorisée. Mais encore une fois, faites seulement l'activer quand vous êtes en S-Log et non quand vous êtes par exemple en Cinetone, qui est un profil d'image beaucoup plus contrasté. Pour le type aide affichage gamma, on va laisser ça à auto et pour les deux autres ici qui s'appliquent seulement à la photo, on ne va pas y toucher. Ensuite, option réglage alimentaire. Ici, on va changer le temps à 5 minutes. En autre mot, si votre caméra est allumée et que vous n'y touchez pas, combien de temps est-ce que vous voulez que ça prenne avant qu'elle se mette en mode veille? Moi, je trouve que 5 minutes, c'est bien correct. Ensuite, l'option ici, ci-dessous, on va choisir élevé. Et là, on a un petit message qui s'affiche. La température du dispositif risque d'être élevée afin d'accorder la priorité à la durée d'enregistrement. On appuie sur OK. Avec l'option élevé de sélectionner, ça veut dire que si la caméra commence un petit peu à surchauffer, elle va quand même rester allumée et ne va pas se fermer. Si vous choisissez l'option standard, la caméra risque de se fermer beaucoup plus rapidement. Bon, si vous avez une A7S III, ça devrait pas être problématique même si vous êtes en standard. Moi, je le mets quand même à élevé juste pour être certain. Ceci dit, si vous avez une A7 IV, je vous conseille fortement de changer ça à élevé parce que elle surchauffe un petit peu plus rapidement. Option du son, réglage du volume. Ici, c'est le volume de sortie des écouteurs. Donc, quand vous êtes en train de faire du monitoring audio, à quel volume est-ce que vous voulez entendre le retour? Moi, j'ai l'habitude de régler ça à 7, mais n'importe où entre 7 et 10, c'est très bien. Tout va dépendre de vos écouteurs et de vos préférences personnelles. Mais moi, je laisse ça à 7. Ensuite, contrôle audio 4 channels. Par défaut, laissez ça à channel 1 et channel 2. Par contre, si vous avez une FX3 ou si vous avez le petit module audio dans lequel vous pouvez aussi brancher des micros XLR, vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 pistes audio. Donc, dans ce cas-ci, vous pourriez faire le changement ici, CH1 plus 3, CH2 plus 4. Mais dans ce cas-ci, on va laisser ça tel quel. Et signal sonore, on va mettre ça à off. Ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas un petit bruit qui va se faire entendre toutes les fois qu'on appuie sur le bouton Enregistrer. Ceci dit, cette option sera automatiquement désactivée si un peu plus tôt, dans le premier onglet ici, vous aviez activé le mode silencieux de la caméra. Donc, si c'est à On, automatiquement, quand vous allez vous rendre dans les options du son, vous allez voir que le signal sonore sera automatiquement désactivé. USB, connexion USB, on laisse ça à auto. Par contre, si vous voulez transférer vos fichiers de la caméra à l'ordinateur, que vous n'avez pas un lecteur de carte SD par exemple, vous pourriez choisir automatiquement l'option stockage de masse et faire vos transferts de cette manière-là. Réglage USB LON, on laisse ça à multiples et alimentation USB, on va mettre on. Ce que ça nous permet de faire, c'est brancher un fil USB dans notre caméra et alimenter la caméra de cette manière-là sans utiliser les batteries. Ensuite, sortie externe, ça va être un menu important si vous avez un moniteur ou encore un enregistreur externe. Si vous avez un enregistreur externe, comme par exemple un Ninja 5 et que vous enregistrez à l'extérieur de votre caméra, assurez-vous que l'affichage info HDMI est désactivé. Si vous laissez ça activé, vous allez avoir tous les paramètres de votre caméra, tous les affichages qui vont être enregistrés avec votre vidéo et ça, vous ne voulez pas ça. Donc, désactivez si vous avez un enregistreur externe. Moi, en ce moment, c'est activé parce que je suis en train d'enregistrer exactement ce que je suis en train de vous montrer, mais en temps normal, on veut toujours le désactiver. Si par contre, vous avez juste un moniteur externe, que c'est vraiment juste pour de l'affichage, alors vous pouvez l'activer et vous allez voir aussi tous vos paramètres à l'écran, chose qui peut être très utile. Ensuite, le dernier onglet, c'est l'option Réglage, nettoyage capteur. Vous pouvez comme faire un petit nettoyage de votre capteur automatique si vous appuyez sur Entrée. Et sinon, ici, cartographie, pixel automatique, laissez ça à On. En gros, la caméra va vous dire s'il y a un problème avec un pixel sur le capteur et va tenter de réparer l'erreur pour vous. Sinon, la dernière option ici, version, ça va vous dire quelle version du firmware que vous avez sur votre caméra, chose qui peut être utile si vous devez faire une mise à jour. Alright, that's it! On a réussi!
On est passé à travers le menu de notre caméra, mais là, il en reste encore pas mal à voir. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelles fonctions j'ai attribuées à quel bouton sur le boîtier. Puis encore, comme je vous l'ai mentionné, vous pourrez copier, si vous voulez, à 100% mes réglages prédéfinis pour accélérer votre workflow en tournage. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!